lorsque l'on parle de crimes en série, on a souvent tendance à penser à des tueurs en série et non à des tueuses en série. En effet, il y a beaucoup moins de tueuses en série que de tueurs en série. Hein? On pense souvent à Edmund Kemper ou encore à Jeffrey Dahmer, qui sont des tueurs en série très populaires, hein, qu'on a popularisés au fil des années avec la télé, les documentaires, mais rarement on va penser aux tueuses en série. Et quand on pense aux tueuses en série, on va penser à Aileen Wuornos, donc des tueuses en série qui ne sont pas très loin là, de notre siècle d'aujourd'hui. Et pourtant, les femmes ont commencé à tuer il y a très très longtemps. Le crime a toujours existé, les crimes ont toujours existé, les femmes ont toujours existé, mais les hommes aussi. Eh bien aujourd'hui, je vous arrive avec une histoire assez... Elle n'est pas étonnante, on en a déjà entendu parler de ce genre de meurtre-là, parce qu'en effet, les tueuses en série vont souvent tuer des personnes pour l'appât du gain encore, ou par vengeance, ou par jalousie. Cette tueuse en série-là, c'est une tueuse qui n'a assassiné que des personnes de sa famille. Alors, c'est ce qui fait un peu la différence. Donc aujourd'hui, je vous arrive avec l'histoire de Mary Ann Cotton. On parle ici du 19e siècle, soit de l'époque victorienne. Alors sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, dodo sur les genoux, et on est parti dans le crime d'aujourd'hui. L'époque victorienne, soit au 19e siècle, c'est une époque qui n'est pas si loin, mais qui est tellement loin de nos valeurs d'aujourd'hui, de nos personnalités, de nos comportements et de nos règles sociales d'aujourd'hui, qu'encore on croit à peine qu'il y ait eu tant de choses à cette époque. En effet, à cette époque, le taux de crime le plus élevé était celui des infanticides et commis par les hommes et autant par les femmes par le poison avant les années 1840. C'est seulement après les années 1840 que le taux de meurtre par poison des femmes va vraiment s'élever comparé à celui des hommes. Donc après les années 1840, ce sont les femmes qui vont dominer dans le domaine de crime par l'empoisonnement comparativement aux hommes. Et on va se représenter beaucoup de crimes d'empoisonneuses à la télévision, dans les médias, comme Violette Nausière, Marie Bechenard, ou encore Marie Lafarge, ou encore Hélène Gégado, qui est très connue également pour avoir été empoisonnée plusieurs personnes. Il y a aussi Agrippine, qui est reconnue dans l'histoire pour avoir empoisonné Claude. Donc là, on parle de l'Antiquité romaine, hein, c'est la mère de Néron. On a également l'affaire des poisons qui est survenue entre les années 1676 et 1682 sous le règne de Louis XIV. C'est un scandale qui impliquait des morts, énormément de morts par poison. On peut également le relater le cinéma, hein, qui nous parle et qui immédiatement va assimiler femmes et poison ensemble. Donc, une des dernières séries là, dans les dernières années, Trône de fer. Trône de fer, il y a beaucoup d'empoisonnement et encore une fois, c'est les femmes. Donc, on a Lady Olenna Tyrell lorsqu'elle va empoisonner Geoffrey Baratheon dans cette superbe scène où il se marie. On le voit s'étrangler par lui-même, saigner du nez et mourir. On a également l'assassinat de Myrcella Baratheon dans le bateau qui est commis par Ellaria Sand lorsqu'elle part pour retourner chez elle et que finalement elle meurt empoisonnée. Alors là, on se demande pourquoi le poison comme arme pour les femmes. En effet, le poison est quelque chose reconnu comme tranquille, qu'on peut dissimuler n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Il n'a aucun goût, aucune odeur, aucune couleur, donc on peut le dissimuler dans plusieurs boissons, dans la nourriture, et ça passe très très subtilement. Encore une fois, le poison est une arme qui a peu de séquelles physiques externes, beaucoup plus internes. Donc c'est très subtil, la personne peut prendre le poison sans s'en rendre compte, elle va partir et quelques minutes après commencer à avoir des effets secondaires. Ce n'est pas comme un couteau ou encore une arme à feu.
Et évidemment, lorsqu'on parle d'éducation, la femme doit s'apparenter à la non-violence, à la tranquillité, à la patience, à tout ce qui est très subtil. Hein? Elles doivent être présentes, mais pas trop présentes. Donc, vraiment, on va associer l'éducation de la femme à la non-violence. Tandis que l'homme, lui, bien, c'est très rare dans l'histoire que les hommes, les tueurs en série, ont utilisé le poison comme arme. Pourquoi? Parce que déjà dans leur éducation, on voit qu'ils doivent dominer, ils doivent être forts, ils doivent être là, ils doivent avoir une personnalité. Donc, évidemment que on va associer l'enfance, donc l'éducation, à certains armes de crime qu'on va utiliser. Nous le savons aujourd'hui, hein, l'enfance est quelque chose de très important dans le développement d'une personne. Et vraiment, on a remarqué qu'au fur et à mesure des années, la science, les études ont démontré que c'est très rare qu'un tueur en série, qu'un criminel ou qu'une criminelle a eu une enfance idyllique. Oui, il y en a que ça va arriver, en effet, mais il y en a d'autres, et je dirais le 3/4 de ces personnes-là, n'ont pas eu une très bonne enfance. Tout comme Marianne Robson, la personne qu'on va parler aujourd'hui, son enfance n'est pas terrible, mais elle n'est pas non plus extrêmement heureuse. Donc, Marianne Robson est née en octobre 1832 à Durham. Elle est élevée de manière très stricte et très religieuse par son père Michael, qui lui est un mineur. Bon, Durham, c'est un comté de miniers et de charbonniers. Il n'y a pas d'autre chose réellement, là, pas d'autres options pour les hommes, et pour les femmes, il n'y a pas d'autres options que d'être mariée à un minier ou à un charbonnier. En 1840, la famille va déménager à Merton, toujours à Durham, et c'est la même chose, minier ou charbonnier. Alors que Marianne a seulement 8 ans, elle est dans sa nouvelle école, elle a beaucoup de mal à se faire des amis, elle est très souvent seule, et au même moment, à l'âge de 8 ans, c'est là qu'elle va vivre son premier deuil. En effet, son père va décéder suite à une chute de 40 mètres dans un puits de mine de charbon, ce qui va faire que la petite fille va devenir orpheline de père et sa mère va devenir veuve. Donc, sa mère devra élever 3 filles toute seule. On ne connaît pas le nom de sa mère, peut-être que si vous la connaissez, vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça va me faire plaisir de le lire. 6 ans plus tard, en 1846, la mère de Marianne se remarie avec un homme du nom de Robert Scott, dont Marianne n'aime pas vraiment. La seule chose que Marianne aime de cet homme, c'est bien son portefeuille, donc l'argent. Mis à part ça, vraiment, ils ne s'entendent pas du tout. 2 ans plus tard, à l'âge de 16 ans, Marianne va décider de quitter le nid familial parce qu'elle n'est plus capable de supporter la rigidité de son beau-père, Robert, qui lui rappelle la même rigidité que Michael, son propre père à elle, qui est décédé. Elle va donc se trouver un emploi comme infirmière non graduée chez un homme du nom de Edward Potter, mais seulement après 3 ans de service, elle va décider de revenir chez sa mère et elle va commencer là une formation de couturière. Âgée de 19 ans, soit seulement 3 ans plus tard, là, dans à peu près la même année qu'elle revient chez sa mère, en 1851, Marianne va faire la rencontre d'un homme du nom de William Mowbray, qui est un charbonnier. Donc elle avait le choix minier ou charbonnier, elle va prendre le charbonnier. 1 an plus tard, en 1852, William Mowbray et Marianne Robson vont se marier. En 13 ans de vie commune, le couple Robson-Mowbray vont déménager à Newcastle et vont avoir 4 enfants ensemble, dont 2 qui vont décéder de fièvre gastrique. Par la suite, ils vont décider de revenir à Southampton et ils vont avoir 3 autres enfants ensemble qui vont malheureusement mourir comme les autres de fièvre gastrique. Donc, sur 7 enfants, il y en a 5 qui sont décédés. Parce que, en effet, il n'y avait pas vraiment grand-chose de stressant. Parce qu'à l'époque victorienne, au 19e siècle, il faut savoir qu'il y avait énormément de maladies qui couraient. L'hygiène n'était pas la même qu'aujourd'hui. La nourriture n'était pas conservée comme celle d'aujourd'hui. Hein? Beaucoup de bactéries, beaucoup de vers dans le riz, encore dans le pain. Tout ça, et les familles qui étaient moyennement pauvres ne pouvaient pas s'offrir des aliments de luxe. Et il y avait beaucoup également de bactéries dans les produits laitiers ou dans les produits céréaliers. Donc, ça favorisait les morts infantiles. Il y avait énormément de morts infantiles. Saviez-vous qu'à l'époque victorienne, il n'était pas rare de voir des photographes aux funérailles de bébés et d'enfants morts?
En effet, à cette époque, la relation avec la mort n'était pas comme aujourd'hui. Alors qu'un tiers des enfants meurent avant d'atteindre l'âge adulte et même avant d'avoir pu faire leur premier portrait de famille, la famille demande un portrait de leur enfant décédé. Le photographe s'exécute donc et les photos varient, en effet, selon la demande de la famille. Certaines photos sont plus macabres que d'autres. Parfois, on retrouve des bébés et ou enfants couchés dans un cercueil, ce qui est acceptable, mais d'autres fois, on voit des bébés et des enfants morts qui sont assis sur une chaise, les yeux complètement ouverts. En janvier 1865, William Mowbray va décéder d'un problème intestinal et John Robert Jr., âgé de 2 ans, va également décéder le même mois. Et on s'est rendu compte dans les archives que seulement 1 mois plus tôt, il avait souscrit à une assurance vie au nom de Mary Ann Mowbray, hein, donc sa femme, et que sa femme pouvait être tranquille pendant 6 mois de salaire de charbonnier. Donc pendant 6 mois, elle avait un revenu qui rentrait et elle pouvait en profiter. On sait qu'après la mort de William Mowbray, il reste 2 enfants à Mary Ann, et quelque temps seulement après la mort de William, là, Mary Ann va déménager à Seaham et va devenir la maîtresse d'un homme fiancé du nom de Joseph Nattrass. Leur relation va pas durer très longtemps puisque Joseph Nattrass va refuser d'annuler les fiançailles pour rester avec Mary Ann et va finalement se marier. Que dans le même temps où Joseph Nattrass se marie avec sa fiancée, Margaret Jane va elle aussi décéder, mais du typhus cette fois-ci, alors qu'elle avait seulement 5 ans. À ce moment-là, donc, il reste un enfant à Mary Ann, Isabella Jane, et Mary Ann va donc décider d'envoyer Isabella Jane vivre chez la mère maternelle, donc la grand-mère maternelle, donc la propre mère de Mary Ann. On pense que c'est sûrement parce qu'elle ne voulait pas la tuer ou elle ne voulait pas avoir de rage et de finir par la tuer. On pense qu'elle voulait peut-être la protéger d'elle-même. En 1865, Mary Ann est veuve, elle n'a plus d'enfants sous sa tutelle. Sa dernière, donc Isabella Jane, elle habite chez sa mère. Elle veut repartir à zéro, donc elle va commencer à travailler dans une infirmerie de Sunderland où elle va se lier d'amitié avec un certain George Ward, qui est un patient là, de l'infirmerie. Et en seulement quelques semaines, elle va devenir Madame Ward. Bon, là, à ce moment-là de la vidéo, on peut se dire qu'Aline, elle se marie beaucoup, elle a beaucoup d'enfants. Il faut savoir qu'au 19e siècle, le mariage était très populaire et pas nécessairement par amour, hein, il faut se le dire, c'était plutôt un arrangement qui arrangeait autant la femme que l'homme. Je vous explique, en effet à cette époque-là, il y avait beaucoup de femmes qui mouraient en couche, donc qui mouraient à l'accouchement, et les hommes se retrouvaient veufs avec 3, 4, 5 enfants sous les bras à nourrir et devaient également aller travailler. Donc à cette époque-là, on se mariait pour que l'homme ait une sécurité d'une femme au foyer qui s'occupe des enfants pendant que lui va travailler. Et pour la femme, elle avait également elle aussi une sécurité parce que avant de quitter le noyau familial, elle était sous la tutelle de son père. Donc c'était son père qui dirigeait sa vie. Et pour pouvoir quitter sa famille, donc si elle avait un père violent ou quoi, si elle voulait quitter la famille, il fallait qu'elle se marie. Et là, oui, en effet, elle devenait sous la tutelle de ce mari, mais ce mari-là travaillait toute la journée. Donc elle avait à peu près la paix, même si elle devait s'occuper des enfants d'un homme qu'elle ne connaissait pas. Ou même chose, lorsqu'on avait un homme et une femme célibataires, pas d'enfants, se marier était coutume, là, était quelque chose qui était sécurisant autant pour l'homme que pour la femme. La femme, c'était le côté financier et l'homme, c'était le côté ménage, entretien de la maison, repas, bon, tout ça. Donc finalement, les mariages n'étaient pas vraiment par amour, plus par sécurité financière et sécurité matérielle. Seulement quelques mois après leur mariage, George Ward va tomber malade. Il va être alité, il ne voudra plus se lever, il va beaucoup dormir, contrairement à d'habitude, alors que lui s'était remis lorsqu'il avait été patient de l'infirmerie. Les médecins lui avaient dit que tout était beau. Et là, il retombe malade et on se rend compte que le choléra et qu'il fait de la fièvre typhoïde. Et malheureusement, quelques semaines plus tard, il va décéder du choléra et de la fièvre typhoïde.
C'est vraiment là que Mary Ann va redevenir veuve, mais pas pour longtemps. En feuilletant le journal local, donc elle va trouver une annonce d'un homme qui est veuf, hein, comme je vous ai dit. Il est veuf, il a 5 enfants, sa femme est décédée. Et lorsqu'elle va emménager chez un homme qui s'appelle James Robinson, et le bébé Robinson, il est malade. C'est tout triste, puis là, ben, il faut qu'elle s'en occupe. Donc, elle va commencer à s'occuper des 5 enfants pendant que James Robinson part travailler. Quelques jours après l'arrivée de Mary Ann Cotton dans la maison, bébé Robinson va mourir. Peut-être les deuxièmes funérailles de la famille Robinson. Quelque temps après le décès de bébé Robinson, la mère de Mary Ann va tomber extrêmement malade, ce qui fait que Mary Ann va devoir quitter la famille pour quelque temps, le temps d'aider sa mère. Elle va donc aller vivre chez sa mère et elle va prendre le temps de la voler. Et sa mère va s'en rendre compte. Et là, sa mère lui dit « Tu me rembourses, sinon je devrais porter plainte contre toi. » Et c'est bizarre, mais seulement quelques heures plus tard, la mère de Mary Ann va décéder. Mary Ann va donc revenir chez James Robinson, accompagnée de Isabella Jane, sa fille. Hein, là, elle doit s'en occuper sa mère est morte. Seulement quelques semaines plus tard, donc on compte ça à peine là, 3 à 6 semaines, chacun des enfants Robinson va mourir un après l'autre. Et encore une fois, on va mettre ces décès-là sur la faute du typhus, du choléra, de la fièvre typhoïde, d'une fièvre gastrique ou encore d'un empoisonnement alimentaire, là, puisque la nourriture était peut-être avariée. Mais on ne prendra pas vraiment la peine de faire des autopsies, puisqu'encore une fois, on est au 19e siècle, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de gens, d'enfants qui meurent notamment les enfants et les personnes malades. Donc, il n'y a pas vraiment grand monde qui vont se demander pourquoi la mort suit Mary Ann, puisque Mary Ann déménageait souvent. Bon, elle reste dans le comté de Durham, mais elle fait tellement plein de petites villes, plein de petites places, que c'est pas tout le monde qui se rend compte que partout où elle va, ça meurt. Mais moi, par contre, ce que je me demande, nous, on sait la vérité, on sait que Mary Ann, elle les a empoisonnés. Comment on le sait? On va le savoir plus tard au procès. Mais moi, ce que je me demande, c'est que je me demande si tout était déjà planifié d'avance. En effet, elle emménage chez James Robinson. Bon, ça va bien, elle aime James Robinson, et il y a de l'argent, il a fait vivre et tout. Par contre, il y a 5 enfants, c'est moins le fun. Le bébé, c'est facile à tuer puisque il boit du lait, et les produits laitiers, il y a beaucoup de bactéries dedans. Donc, c'est facile de le tuer, on le tue, c'est terminé. Et là, ensuite, elle passe chez sa mère puisque sa mère est malade. Est-ce qu'elle en aurait pas profité pour tuer sa mère et parce qu'elle voulait ramener Isabella Jane chez James Robinson? Pourquoi elle aurait fait ça? Parce que s'il y a 4 enfants Robinson qui meurent, ça va être bizarre, ça va être un peu suspect. Par contre, si dans le lot, on ajoute sa propre fille, c'est beaucoup moins suspect. T'sais, personne va dire « Ah, elle a tué sa propre fille ». Non, on ne dira pas ça. On va dire « Ah, tous les enfants Robinson et l'enfant, le dernier enfant vivant, hein, aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est le dernier enfant en vie de Mary Ann Cotton. Elle aussi, elle est décédée, tu sais, c'est triste. On ne mettra pas ça sur sa faute. Donc moi, je me demande si ça, c'était pas un peu prévu d'avance, là. On est en août 1867. Mary Ann n'a plus d'enfants à charge. Elle habite encore chez James Robinson. Elle veut repartir à neuf. Elle s'apprête à déménager, mais elle se rend compte qu'elle est encore enceinte de James Robinson. Donc, par devoir, ils vont se marier, même si James Robinson, dans les recherches, semble pas tellement intéressé par elle. Je pense qu'ils vont vraiment se marier juste parce qu'ils ont un bébé, puis ils veulent pas que le bébé soit un bâtard. Vous le savez, à cette époque-là, le mariage, c'est très important également pour le nom de famille. Et là, elle se retrouve enceinte et, bon, encore une fois, là, nous on le sait, là, mais malheureusement et tristement, après 3 mois, donc 3 mois après la naissance de la petite, le bébé va décéder. Donc en février 1868. En 1868, Mary Ann va donner naissance à un autre enfant suite au décès de la première petite fille de 3 mois. On ne connaît pas le nom. Elle va donner naissance à une petite fille encore, Mary Angé George Robinson. Et au même moment, là, quelques temps après, James Robinson va se rendre compte que Mary Ann Cotton falsifiait ses livres de comptes. Donc elle falsifiait le montant
ce qui fait qu'il va se rendre compte qu'il est en ruine. Il est en ruine tout simplement, il y avait des dettes parce qu'elle prenait de l'argent, elle en volait. C'est un peu comme aujourd'hui, là, elle a rempli ta carte de crédit elle est loadée, ben t'es en dette. Bon, ben lui, c'était la même chose à cette époque-là, dans son compte en banque, là. Il était en ruine, il n'y avait plus d'argent du tout, là. Là, on est au début des années 1870, Marianne est tannée, elle veut repartir à zéro, donc elle laisse son dernier enfant, Mary, à James Robinson, et elle décide de partir. Elle va donc aller habiter chez une de ses amies d'enfance qui s'appelle Margaret Cotton, et Margaret Cotton vit avec son frère Frédéric qui lui a 2 garçons, donc Fred Junior et Charles. Tout se passe plutôt bien dans les premières semaines, aucun problème. Marianne Cotton Marianne s'occupe très bien des enfants, elle fait la ménage, elle fait la nourriture, tout va bien. Mais là, par mégarde, Margaret Cotton va un peu trop parler. Et elle va dire à Marianne qu'elle a réussi à s'amasser des sous de côté et que puisqu'elle n'a pas de mari ni d'enfant, ben l'héritier va être Frédéric, son frère. Ça rentre pas dans l'oreille d'une sourde. Quelques semaines plus tard, Margaret Cotton va décéder. Et tout l'argent va aller à Frédéric Cotton. Un des anciens amants de Marianne qui déménage dans la même rue que Marianne, donc Joseph Natras, hein, vous vous souvenez? Et ils vont recommencer à avoir une relation ensemble et à coucher ensemble, là, évidemment. À ce moment-là, Marianne couche non seulement avec Frédéric Cotton, mais également avec Joseph Natras. Et là, ben, Marianne, surprise, elle apprend qu'elle est enceinte quelques semaines plus tard. Puisque Frédéric Cotton ne sait pas qu'elle couche également avec Joseph Natras et que Natras ne sait pas que Marianne couche également avec Frédéric, ben Marianne va dire que le bébé est de Frédéric. C'est beaucoup plus simple, elle habite avec, il y a de l'argent, il a reçu de l'héritage, c'est beaucoup mieux. Sans même avoir divorcé de James Robinson, elle va se remarier avec Frédéric Cotton, d'où son nom de famille populaire Marianne Cotton. Leur fils va naître en 1871. 1 an et 2 jours après son mariage, Frédéric Cotton va mourir encore une fois de la fièvre typhoïde et de l'hépatite. Donc la fièvre typhoïde, on l'a déjà entendu, hein, c'est on dirait une maladie qui suit quand même Marianne Cotton là, au fur et à mesure des comtés, des villes qu'elle fait. Mais par la suite, que voulez-vous que Marianne fasse? Elle n'a pas d'emploi, ça ne tente pas de travailler. Elle aime se faire vivre, donc elle va décider de déménager chez son amant. Et là, ben, elle commence facilement à s'ennuyer. Cette femme-là s'ennuyait énormément tout le temps. Elle décide donc, pour mettre un peu de piment dans sa vie, là, de se trouver un emploi comme infirmière dans un hôpital. Elle va faire la rencontre d'un homme riche qui s'appelle John Quick Manning. C'est un homme qui était à l'hôpital parce qu'il y a eu la variole. Et là, ben, il s'en remet. Elle a essayé de fricoter avec lui, mais c'est un homme qui ne voulait pas avoir comme femme une veuve, encore moins une veuve qui avait des enfants d'un autre homme. Donc il a refusé d'avoir une relation avec elle. Le 10 mars 1872, le fils de Frédéric Cotton, donc Fred Cotton Jr., va mourir de la fièvre gastrique et seulement 18 jours seulement après le décès de Fred Jr., Robert Robson Cotton va mourir d'une poussée dentaire le 28 mars. Et là, on est rendu à l'amant. Que va-t-il se passer de l'amant? Eh bien, il va survivre! Non, c'est une blague. Il va également lui aussi mourir le 1er avril. Il va mourir de la fièvre typhoïde, lui aussi. Mais ce qui est vraiment étonnant dans cette histoire, c'est qu'il n'y a jamais personne qui se doute que c'est Marianne Cotton qui assassine, parce qu'on est justement à la bonne époque, presque, pour assassiner des gens sans que personne s'en rende jamais compte. Mais elle utilisait l'arsenic, donc c'est sûr que c'est quelque chose dont personne ne va jamais se rendre compte. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas d'odeur, c'est un poison qui prend seulement quelques minutes à faire effet, et si tu doses bien, eh bien la personne peut mourir très vite. Et là, on voit au fur et à mesure, les gens, ils vont tomber malades. Donc, on voit qu'elle dosait peut-être pas assez. Bref, je ne donnerai pas de cours sur comment doser du poison, mais les gens tombent malades pendant quelques semaines. Donc, elle ne dosait pas assez, ce qui me fait dire qu'elle devait le savoir, qu'elle ne dosait pas assez, qu'elle voulait voir la personne souffrir. Donc, je pense que c'est non seulement des meurtres pour l'argent, mais également que c'est des meurtres par sadisme, tout simplement. C'est sadique de voir une personne souffrir
d'un poison, alors que le poison, on le met dans leur eau et dans la nourriture qu'on leur donne nous-mêmes. Donc, je pense que c'est encore plus sadique que d'assassiner quelqu'un là avec une arme à feu. Et là, à un moment, on a Monsieur Thomas Riley qui trouve qu'il y a beaucoup de morts autour de Marianne Cotton. Il trouve ça triste et bon, il va se rapprocher de la femme pour savoir un peu ce qui se passe, si tout va bien, tu sais, la nourriture est-tu bonne et bon. Et Marianne va commencer à parler de Charles Edward, qui est le dernier enfant qu'elle a eu là avec son dernier mari. Et elle va mentionner que bientôt Charles Edward va aller rejoindre le reste des Cotton et toute la famille, là, puisqu'il est très malade, il ne va pas bien et tout. Mais là, Thomas Riley, lui, il regarde Charles Edward et tout va bien, il marche, il est en forme, hein, il a 7 ans, 6 ans, je crois. Il a 7 ans, donc il a 7 ans, tout va bien, il est en forme, il parle, il court, il bouge, il joue avec ses amis. Donc il trouve ça assez étrange. Et en effet, il avait raison de trouver ça étrange parce que 5 jours plus tard, il apprend que le petit Charles Edward, âgé de 7 ans, est décédé. Et là, Thomas Riley fait « c'est pas normal ». Il décide donc d'aller voir le médecin généraliste du garçon pour lui demander s'il peut pas refuser de délivrer le certificat de décès et faire une autopsie parce que c'est bizarre. Et là, il explique la situation. Le médecin va décider de refuser justement de délivrer le certificat et il va donc faire une autopsie. Pendant ce temps-là, Marianne, ben, elle va se rendre au bureau, hein, au bureau d'assurance vie pour avoir le certificat de décès et malheureusement, ben, il ne l'a pas. Donc, elle doit attendre. Mais là, encore une fois, c'est très très fâchant. Le médecin légiste va absolument rien découvrir à l'autopsie de Charles Edward. Donc, Marianne ne se fera pas prendre puisqu'il n'y a rien. Il n'y a absolument rien qui a été découvert. Par contre, Thomas Riley a demandé au médecin généraliste de garder le contenu de l'estomac de Charles Edward pour juste s'assurer qu'il n'y ait rien. Et là, il va demander au médecin de faire une autopsie là, sur le contenu de l'estomac. Le médecin généraliste va décider d'envoyer le contenu de l'estomac de Charles Edward à un certain Thomas Scattergood, qui est un toxicologue légiste du laboratoire médico-légal de Leeds, qui lui va confirmer qu'il y a eu un empoisonnement à l'arsenic. Donc, pouf, Marianne Cotton va être arrêtée pour le meurtre de Charles Edward, âgé de 7 ans. Enfin, après 21 meurtres, il était temps, Il y a 3 corps qui vont être exhumés pour soupçon d'empoisonnement. Donc, les derniers, on a Frederick Cotton, on a Robert Robson Jr. et on a Joseph Natras. Et les 3 vont être confirmés qu'ils ont été empoisonnés par l'arsenic. Et là, on arrive au procès de Marianne Cotton. C'est pas un long procès. À cette époque-là, on se dépêche. On prend pas 6 mois pour faire un procès. Vraiment, là, on a autre chose à faire. Et là, par contre, ce qui va arriver, c'est que, une surprise, Marianne Cotton est encore enceinte. On va repousser le procès de 6 mois en attendant la naissance de l'enfant. L'enfant va naître le 7 janvier 1873. Elle va s'appeler Margaret Edith Quick Manning dans la prison de Durham. Je n'énumérerai pas la longue liste là, de tous les meurtres dont Marianne Cotton fait l'objet, mais il y a vraiment eu un gros procès en mars 1873 parce que là on parle d'une femme qui a eu énormément d'enfants, qui vient d'avoir un bébé et là on la voit au procès, elle est assise, elle est en train d'allaiter son bébé. Elle ressemble à toutes les bonnes mères, hein, je veux dire, elle a l'air douce et les gens ont un peu pitié d'elle. Certains ont pitié, certains trouvent ça bizarre, mais c'est une bonne femme qui est en train d'allaiter son bébé, donc non seulement elle a donné vie à son bébé, mais elle est en train de le nourrir. Donc à cette époque-là, on ne pouvait pas vraiment associer, c'était pas dans la culture générale d'associer une femme à des meurtres, mais encore moins une mère qui vient d'avoir un bébé à des meurtres de bébés et d'enfants. En même temps, justement, on ne peut pas se dire que elle a été capable d'assassiner 11 enfants. C'était presque impossible dans les têtes. Mais lorsque on lui a retiré le bébé, après lui avoir donné le bon lait, là, c'est drôle, mais les gens avaient une toute autre opinion de cette femme-là.
Après le procès, le jury a pris seulement 1 heure pour délibérer, hein. Ça a vraiment pas été long. Et on l'a condamné à 11 meurtres, présumé 21 meurtres. Et elle a été condamnée à la peine de mort et à la pendaison. Donc la condamnation par pendaison s'est passée le 24 mars 1873 à 7h55 du matin. On entre dans la cellule de Mary Ann Cotton, on lui attache les mains derrière le dos avec des menottes. On la dirige vers l'échafaudage, sans bruit, sans larmes, sans mots, sans phrases. Tout est très calme dans le couloir de la prison qui mène vers l'échafaudage. Le garde arrête Mary Ann sur la trappe et on va attacher le cou de Mary Ann à une corde et finalement, après que tout soit prêt, la trappe va s'ouvrir et voilà que la condamnation de Mary Ann Cotton débute. Je dis bien débute parce qu'elle va prendre entre 3 et 4 minutes avant de mourir d'agonie. Son cou ne se cassera pas. Elle va donc mourir de suffocation. Après avoir été déclarée décédée, le corps va être coupé en plusieurs morceaux et va être mis dans un cercueil pour être enterré dans l'enceinte de la prison de Durham. Donc, aussi vite que commence l'histoire de Mary Ann Cotton, aussi sec que cette histoire-là se termine, après ça, il n'y a pas eu vraiment de replongée spectaculaire. C'est comme si Mary Ann Cotton avait été oubliée. C'est pas comme Hélène Djegado, qu'encore aujourd'hui on en parle. Moi, Mary Ann Cotton, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que ma mère me dise « Hey, tu pourrais parler de ça » alors qu'elle ne regarde même pas mes vidéos. Mais avant ça, j'en avais jamais entendu parler. Dites-moi si vous avez déjà entendu parler de cette femme. Personnellement, ça m'était inconnu. Donc voilà, je trouvais ça important d'en parler. Et en même temps, c'est vraiment toute cette histoire-là, c'est vraiment tellement typique de la femme empoisonneuse qu'on a tendance à s'imaginer. Alors, voilà, cette vidéo, elle est terminée. Je ne prendrai pas plus de temps. J'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer aucune de mes vidéos. J'en poste 2 ou 3 par mois, là, je pense bien. Dernièrement, je sais que j'ai moins posté. J'étais extrêmement malade. J'ai eu la COVID et j'ai eu la COVID longue. Donc, énormément de fatigue. J'ai eu une angine rouge. J'ai eu la grippe, bon bref, ça a vraiment été très difficile. Comme vous le savez, j'ai aussi mon entreprise à gérer. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, puis on se retrouve pour un prochain crime. Mais d'ici là, prenez grand soin de vous et de votre famille surtout. Bisous à vous et ciao ciao!